Francophonie, donc patrimoine culturel et usage didactique. Voilà, c'est le troisième cours. Et donc vous avez vu dans les deux premiers cours un certain nombre de choses, dont des vidéoclips qui sont exploités selon les différents niveaux du cadre européen commun de référence. Donc comme je vous l'avais annoncé, on va revenir dans cette vidéo sur le cadre européen commun de référence. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les différents niveaux? Comment on les définit? Quels sont les descripteurs des différents niveaux? Qu'est-ce qu'on est capable de faire à tel ou tel niveau? Comment on les caractérise? Bon, le cadre européen commun de référence a été publié en 2001, hein, donc ça a déjà quelques années. Il vient de sortir un volume complémentaire sur lequel éventuellement on travaillera dans les prochaines séances aussi. Bon, c'est un gros morceau en fait évidemment de la didactique du français langue étrangère parce que c'est tous ces documents-là qui sont dans l'histoire en fait de la construction de référentiels communs pour l'enseignement des langues. Je vous renverrai à une conférence de Daniel Coste aussi où Daniel explique en fait les différents opus qui ont été élaborés depuis le français fondamental en fait qui était juste un lexique en fait du français dans les années 50. Ensuite au niveau seuil, qui sont déjà les premiers travaux du Conseil de l'Europe sur la commune, enfin sur des référentiels communs pour l'enseignement des langues et l'actuelle version, donc le cadre européen commun de référence pour l'enseignement des langues. Je vais laisser la parole à Jean-Claude Béaco, qui est un des rédacteurs du cadre européen commun de référence et un ami, évidemment. Donc vous allez voir, en fait, une chose qu'il faut que vous sachiez, en fait, c'est que ce qu'on retient souvent du cadre européen commun de référence, c'est ces 6 niveaux d'évaluation. En fait, ce n'était pas l'objectif de départ des rédacteurs. Leur objectif était de vraiment définir, en fait, des modalités pour l'éducation plurilingue et interculturelle à l'intérieur de l'Europe. En fait, ça part d'un projet beaucoup plus vaste et beaucoup plus humaniste, en quelque sorte, qui est de définir cette éducation plurilingue en disant qu'on ne va pas réduire, bien sûr, le nombre de langues parlées à l'intérieur de l'Europe, mais au contraire mettre en valeur les compétences plurilingues des locuteurs. Chaque locuteur en Europe peut parler plusieurs langues. Il y a des langues qui sont des langues vernaculaires qui sont là depuis très très longtemps. Je sais pas, comme le breton en France, l'occitan, mais on va parler aussi le français, l'anglais, l'allemand, etc. Il y a des langues de l'immigration qui sont entrées, qui sont devenues des langues aussi de l'Europe, comme l'arabe, le soninké, le bambara, le turc. Bon, il y en a toute une série. Donc on a une grosse richesse linguistique en Europe, évidemment. C'est un melting pot aussi. Ce plurilinguisme en lui-même est quelque chose d'intéressant et de riche. Enfin, c'est une richesse, une énorme richesse pour l'Europe. Donc la perspective des rédacteurs, c'était de travailler sur ce plurilinguisme. On le verra un peu quand on parlera du passeport, du portfolio européen des langues, pardon, et sur l'interculturalité, donc la capacité de compréhension interculturelle, en fait. Donc toutes ces idées assez humaniste et assez généreuse sur le dialogue des cultures et sur le plurilinguisme des individus et le multilinguisme des pays européens. Voilà, donc on va écouter Jean-Claude Béaco, qu'est-ce que le cadre européen commun de référence pour les langues? Et on va ensuite passer à la pratique, si j'ose dire. Donc regardez dans le texte, en fait, ce que c'est. En fait, je vous ai dit donc, que le texte était en ligne. Vous retrouverez très facilement la référence. Bon, je vous la donnerai, évidemment. Bon, ce qui m'amuse, c'est que sur le côté, en fait, vous voyez, vous avez une vidéo de Christian Puren sur la perspective actionnelle. Donc je vais la mettre dans notre playlist et une vidéo de Jean-Claude aussi sur l'éducation plurilingue en quelques minutes. Donc voilà. Donc Christian, je vous ai déjà mentionné ses travaux. Donc pareil, c'est des choses qui sont aussi en accès libre complètement sur l'internet. Donc vous pouvez facilement lire absolument tout ce que vous voulez. En fait, il a mis en ligne tous ses travaux. Donc c'est un remarquable, enfin il y en a une quantité astronomique d'ailleurs, et c'est un remarquable effort de générosité en fait, voilà, puisque tous ces travaux universitaires sont directement accessibles en plein texte, en PDF,
Donc vous pourrez les regarder, vous pourrez les lire, il y a des très très bonnes choses. Je suis un spécialiste, Christian, bon, un spécialiste de didactique des langues, et c'est un hispanisant. Donc voilà, donc pour ceux qui travaillent sur l'espagnol, ce sera particulièrement pertinent. Mais bon, pour tout, hein, pour tout le monde. Voilà, donc on écoute Jean-Claude. Le cadre européen commun de référence pour les langues, qu'on appellera désormais le cadre pour aller vite, est un document qui a été créé pendant l'espace d'une dizaine d'années, publié en 2001, au Conseil de l'Europe, qu'il faut éviter de confondre avec l'Union européenne, et qui a eu, de manière un peu paradoxale et très surprenante, une audience immédiate qui perdure jusqu'aujourd'hui. Il a été traduit dans une quarantaine de langues et vient de sortir un volume complémentaire, donc une vingtaine d'années après, qui remet ce document dans l'actualité. Ce succès est compréhensible parce que c'est un document qui était attendu. En fait, il a été demandé par les États membres du Conseil de l'Europe qui souhaitaient disposer de quelque chose qui leur permette de communiquer entre eux de manière aussi claire que possible sur les questions d'enseignement des langues et d'enseignement des langues dans le système éducatif. Et donc l'idée a été de créer un document commun, puisque la caractéristique majeure de ce document, c'est d'être commun, comme son nom l'indique, de manière à créer des formes de comparabilité entre l'enseignement des langues des États membres, et de la transparence donc, et éventuellement donc de la complémentarité des enseignements langagiers d'un État à l'autre ou d'une région à l'autre. C'est la raison d'être essentielle du cadre, qui n'est donc ni un programme commun pour l'enseignement des langues dans les 47 États membres, ni non plus une forme d'enseignement qui serait privilégiée par ce document, qui n'a aucunement l'intention de se substituer aux décisions éducatives des États membres. Donc, cadre commun. Ce cadre commun est, comme son nom l'indique d'une certaine manière, un référentiel. Un référentiel, c'est-à-dire que c'est un document qui analyse, décrit de manière systématique et de manière aussi claire que possible l'ensemble des composants qui constituent l'enseignement d'une langue et l'apprentissage d'une langue. Et il le fait à travers un ensemble de descriptions qui prennent plusieurs formes. Les formes les plus simples sont des concepts majeurs qui sont très clairement définis, et l'autre forme sont des échelles de description qui permettent de caractériser une compétence à des degrés de maîtrise différents. Par exemple, l'écoute ou la production d'écrit, il y a un descripteur pour le niveau le plus faible, le niveau de départ, et puis des descripteurs qui petit à petit montrent comment se constitue une compétence de production à l'écrit. C'est ce qui, évidemment, a séduit beaucoup de décideurs et de spécialistes de didactique, et en particulier les auteurs de programmes. Il n'empêche que le cadre a vite été confondu ou assimilé à un document qui sert à faire des certifications ou des tests de langue. C'est vrai que les utilisateurs principaux de ce document sont les institutions qui s'occupent de tests comme Cambridge ou Cervantes ou le CIEP de Sèvres, ex-CIEP de Sèvres, qui s'occupe du DELF et du DALF, dans la mesure où la demande de certification en langue s'est accrue considérablement et que les diplômes qui sont délivrés par les institutions ne sont pas suffisants. Mais en tout cas, ce sont les premiers utilisateurs, mais les niveaux bien connus, A1, A2, etc., ne sont pas parmi les concepts fondateurs du cadre, bien au contraire. Cependant, ce sont devenus les éléments du cadre les plus connus, et très facilement, on réduit le cadre à ces niveaux, ce qui est évidemment une erreur de perspective. En fait,
le cadre a lancé, même si cela n'est pas très visible quantitativement dans le document, a lancé de manière forte le principe et la finalité de l'éducation plurilingue et interculturelle, puisque la manière dont le cadre analyse les compétences en langue et les enseignements permet de diversifier les enseignements bien plus qu'ils ne le sont aujourd'hui, permet d'ouvrir l'offre éducative, et à ce titre, le cadre est bien le premier document qui ouvre l'ère de l'éducation plurilingue et interculturelle. Voilà, donc si les auteurs, évidemment, n'avaient pas l'intention de devenir, que le cadre européen commun de référence devienne l'instrument en fait qui sert à construire les certifications et les évaluations en fait, et donc qui va servir un peu de maître étalon aux méthodes de langue, puisque les méthodes de langue sont calibrées sur le système d'évaluation et ainsi de suite. Donc c'est quand même ce qui est arrivé. Voilà, je vous disais, la perspective était plus large au départ. Elle est toujours plus large en fait, et elle a amené un certain nombre de choses qui sont intéressantes du point de vue des politiques linguistiques en Europe. Ça, vous le verrez si vous continuez à faire de la didactique du FLE, entre autres dans mon cours de politique linguistique. Voilà, donc on va continuer un peu notre voyage, et on va rentrer très bientôt à l'intérieur du cadre. Donc le cadre européen commun de référence pour les langues, édité chez Didier, est disponible en ligne très très facilement. Donc c'est une publication du Conseil de l'Europe, comme vous le voyez ici. Et on est là sur le site du Conseil de l'Europe, donc COE, Conseil de l'Europe, Council of Europe.int. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous voyez sur le côté, quand vous le téléchargerez, quand vous irez sur leur site, éventuellement vous téléchargez d'ailleurs le document pour l'avoir hors ligne. Ça vous servira toujours. Je veux dire, ça vous servira même dès maintenant en fait pour définir ou revoir les descripteurs que vous allez utiliser dans vos travaux. Donc qu'est-ce que le cadre européen commun de référence ? Donc la définition, donc le cadre européen commun de référence offre une base commune pour l'élaboration de programmes de langue vivante, de référentiels, d'examens, de manuels, etc. en Europe. Il décrit aussi complètement que possible ce que les apprenants d'une langue doivent apprendre afin de l'utiliser dans le but de communiquer. Il énumère également les connaissances et les habiletés qu'ils doivent acquérir afin d'avoir un comportement langagier efficace. La description englobe aussi le contexte culturel qui soutient la langue. Enfin, le cadre commun de référence définit les niveaux de compétences qui permettent de mesurer le progrès de l'apprenant à chaque étape de l'apprentissage et à tout moment de la vie. Donc vous voyez, c'est objectif communicatif, évidemment, une approche par compétences, des compétences, ce que les apprenants doivent apprendre pour l'utiliser dans un but communicatif, énumération des connaissances et des habiletés que les apprenants doivent acquérir, et contexte culturel, bien entendu. Donc vous avez la définition de ce qu'est le cadre européen commun de référence, donc une référence commune en fait pour les différents pays d'Europe dans différentes langues, avec une échelle, avec des échelles et des niveaux de compétences. Donc on va regarder, alors vous pourrez regarder évidemment ce qu'on entend par plurilinguisme. Donc le plurilinguisme, différence entre le plurilinguisme et le multilinguisme, donc ça c'est des notions qu'il faudra que vous connaissiez. On distingue le plurilinguisme du multilinguisme, qui est la connaissance d'un certain nombre de langues ou la coexistence de langues différentes dans une société donnée. On peut arriver au multilinguisme simplement en diversifiant l'offre des langues dans une école ou dans un système éducatif donné ou en encourageant les élèves à étudier plus d'une langue étrangère. L'approche plurilingue met l'accent, bien au-delà, l'approche plurilingue met l'accent sur le fait qu'au fur et à mesure que l'expérience langagière d'un individu dans son contexte culturel s'étend de la langue familiale à celle du groupe social puis à celle d'autres groupes, que ce soit par apprentissage scolaire ou sur le tas, elle ne classe pas ses langues et ses cultures dans des comportements séparés, mais construit plutôt une compétence communicative à laquelle contribue toute connaissance et toute expérience des langues dans laquelle les langues sont en corrélation et interagissent. Donc l'expérience plurilingue, c'est ce qui se passe dans l'individu qui parle plusieurs langues. Le multilinguisme, on en parle plutôt pour un pays en fait, où sont parlées plusieurs langues, où coexistent plusieurs langues à un même moment temporel. Donc ce plurilinguisme, c'est vraiment la compétence plurilingue,
C'est au-delà en fait de l'aptitude à parler plusieurs langues, c'est une espèce de compétence de communication qui va impliquer l'apprentissage d'un peu toutes les langues qu'on connaît. Je ne sais pas comment vous donner un exemple de ça. Par exemple, moi j'ai appris le bambara, je parle quelques mots d'arabe. Donc quand je communique avec des gens qui parlent une de ces langues-là, même si c'est en français, je vais puiser dans mes connaissances culturelles et dans mes connaissances linguistiques de ces langues pour établir un contact plus immédiat avec eux. Je veux dire, je vais leur montrer en fait que je suis proche de leur culture, enfin que je comprends en partie leur culture et ça va simplifier en fait le dialogue interculturel. Donc une compétence plurilingue, elle va permettre en fait d'aller au-delà en fait du simple bilinguisme. C'est presque toujours un multilinguisme. Voilà. Et le plurilinguisme donc permet en fait cette coordination relativement non hiérarchisée des différentes langues qu'on a apprises. Voilà. Donc alors on va regarder les niveaux communs de référence. Pardon. Voilà, c'est plutôt là que je voulais arriver. Voilà, donc la renaissance est en 3 niveaux généraux. Donc on observe ces 6 niveaux et on constate toutefois qu'ils correspondent à des interprétations supérieures ou inférieures de la division classique en niveau de base, niveau intermédiaire et niveau avancé. En outre, il apparaît que les intitulés du Conseil de l'Europe, par exemple Wastage, Vantage, se prêtent mal à la traduction. Wastage, Vantage, c'était les niveaux qu'on avait. Threshold, le niveau seuil, niveau intermédiaire, enfin niveau de base, niveau intermédiaire, niveau avancé. Donc là, vous avez en fait les différents niveaux. Le A, avec le niveau introductif ou de découverte, le A2, le A1, pardon. Le A, donc, correspond à un utilisateur élémentaire, le B à un utilisateur indépendant, et le C à un utilisateur expérimenté. Donc, niveau A1, niveau introductif ou de découverte. Donc, vous avez vu qu'on a même rajouté un niveau A1.1, qui est vraiment le niveau de débutant complet. Le niveau A2, niveau intermédiaire ou de survie. Le niveau B1, le niveau seuil, en fait, et à partir du niveau B ou de la fin du niveau A2, en fait, on peut commencer à apprendre par soi-même sans noyade dans le pays étranger. Enfin, on est un utilisateur indépendant qui peut se débrouiller dans pas mal de situations et qui va commencer à acquérir par lui-même avec beaucoup moins de nécessité de guidage. Je veux dire, si vous êtes jeté dans le bain dès le niveau d'utilisateur élémentaire, vous ne noiez pas non plus. Mais je veux dire, c'est quand même assez différent du niveau indépendant. Utilisateur expérimenté, niveau C1 autonome et niveau C2 maîtrise. Le niveau C2 est le niveau quasiment d'un locuteur natif. Et certains locuteurs natifs d'ailleurs n'atteignent pas le niveau C2. Donc vous avez après une première échelle ici qu'on va regarder dans le détail. Voilà, donc vous voyez le type de descripteur qu'on peut avoir pour le niveau A1, peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu'un, poser à une personne des questions la concernant, par exemple sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. Et peut répondre au même type de questions, peut communiquer de façon simple, si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Donc vous voyez qu'au niveau A, on reste dans des choses très concrètes, des expressions familières et quotidiennes, et on communique pas dans des situations de communication tout à fait réelles, puisqu'il faut que l'interlocuteur soit collaboratif. Donc il va falloir que l'interlocuteur vous aide. Vous voyez qu'il y a toujours un étayage en fait quand on apprend une langue étrangère. On se rend compte que la plupart du temps, les gens qui parlent avec vous, les étrangers qui sont des locuteurs de la langue que vous apprenez, vont être plutôt collaboratifs, vont plutôt essayer de vous aider. Il y a des maximes de la conversation, comme dirait Grice. En fait, on essaye d'aider l'interlocuteur pour construire avec lui du sens. Au niveau A2, donc l'utilisateur élémentaire peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité. Par exemple, les informations personnelles et familiales simples, les achats, l'environnement proche, le travail. Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles, ne demandant qu'un échange d'informations simples et directes sur des sujets familiers et habituels, peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat
et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Donc on peut effectuer des achats, demander son chemin, se repérer dans l'environnement proche, parler de son travail, se décrire d'une manière un peu plus complète que ce qu'on pouvait faire au niveau A1. Au niveau B1, donc l'utilisateur qui est déjà indépendant, donc peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé, s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Il peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage, dans une région où la langue cible est parlée. Il peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Il peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but, et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. Donc on peut commencer en fait au niveau B1 à, pas encore tout à fait à argumenter, mais en tout cas à expliquer les causes d'un événement, expliquer un projet, développer une idée, et on en reste quand même en général à un langage clair et standard. Mais on peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage, donc demander son chemin, commander au restaurant, réserver un hôtel, etc., etc. Au niveau B2, l'utilisateur peut comprendre, enfin le locuteur peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Donc là aussi, il va y avoir toute une question sur les français sur objectifs spécifiques. En fait, vous avez du français général, comme ce qui est abordé ici, et vous allez avoir du français, du tourisme, du français de la médecine, du français des relations internationales. Vous allez avoir toute une série du français de l'entreprise. Vous allez avoir après toute une série de décompositions, en fait, qu'on appellera français sur objectifs spécifiques. Vous avez même quelque chose qu'on appelle le FOU, ce qui m'a toujours réjoui, qui est le français sur objectif universitaire. Donc on peut communiquer, donc au B2, donc on peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance, tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Donc la communication sera plus simple, il y aura moins besoin de collaboration ou de simplification de la part du locuteur natif. On peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité, exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Donc au niveau C1, donc là on est dans l'utilisateur expérimenté, peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, donc aussi évidemment la longueur va jouer, les articulations des textes vont jouer, les idées qui sont développées, ainsi que saisir des significations implicites. Donc là, jusque-là, vous étiez plutôt dans tout ce qui était explicite. L'implicite, c'est toujours quelque chose d'un peu plus compliqué à saisir, surtout que ça a une composante culturelle assez forte. On pourra s'exprimer spontanément et couramment, sans trop apparemment devoir chercher ses mots. On peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique, peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée, et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours. Donc tout ce qui est connecteur logique, donc, alors, si, donc, alors, sinon, etc. Bon, vous en avez toute une série, évidemment. Là, vous êtes capable d'utiliser au niveau C1 et de comprendre, en fait, quels sont les antécédents d'un donc, pourquoi on va expliquer telle ou telle chose. Voilà. C2 peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il ou elle lit et entend, peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Donc ça, vous voyez que le résumé et la synthèse sont une compétence assez complexe. Et donc en langue étrangère, ça va aussi mobiliser des compétences assez complexes. Peut s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise, et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes. Donc voilà, vous avez un petit détail des 6 niveaux. Bon, ça vous donne déjà quelques idées en fait sur la différenciation de ces niveaux. On y reviendra, donc on peut garder ce tableau comme référence pour voir un peu comment c'est utilisé, par exemple, dans la définition des niveaux dans nos vidéoclips. Voilà, on va continuer. Donc on voit ces 6 grands niveaux et tout ça vous paraît probablement assez théorique et un peu loin peut-être de la pratique et de la réalité d'un cours de langue.
Donc effectivement, ça permet de graduer en fait les différents niveaux et de se faire une idée très globale des capacités des apprenants dans chacun de ces niveaux. Maintenant, il va falloir aller vers des choses beaucoup plus concrètes et c'est là que ça devient intéressant. Donc on va rentrer dans des choses beaucoup plus concrètes à partir d'une autre partie du site de TV5, donc qui est Parlons français, c'est facile. Et vous avez un découpage en fait des index, un index des objectifs communicatifs de différents ateliers. Donc évidemment, ces différents grands niveaux, ils se subdivisent en objectifs communicatifs et ces objectifs communicatifs vont nous donner en fait des objectifs linguistiques grammaticaux. Hein. Donc on va partir par exemple sur le A2 en fait au départ et on va regarder. Vous voyez qu'ici on a des objectifs communicatifs. On regardera en détail le premier. Mais ça ressemble beaucoup en fait aux objectifs communicatifs qu'on pouvait avoir dans un niveau seuil. C'est des actions en fait, c'est des choses qu'on fait avec la langue. Donc le premier, c'est comprendre des indications pour se repérer dans un bâtiment public. Donc on se doute que quand on va expliquer la circulation dans un lieu, eh bien on va avoir besoin de tout ce qui est préposition locative, etc. Décrire les bénéfices d'un sport, décrire une douceur ou une pâtisserie, décrire une situation passée. Il était une fois la mode, on pourra regarder d'ailleurs éventuellement pour voir comment on aborde les temps du passé. Et vous avez des choses comme par exemple gérer un rendez-vous, inviter à agir, demander à quelqu'un de faire quelque chose, donc inviter quelqu'un à agir, parler de ses habitudes dans le métier. Donc vous voyez que tout ça se découpe en choses très très concrètes. Donc là, si on regarde par exemple par ici la visite, donc comprendre des indications dans un... Pardon, excusez-moi, on va autoriser le plugin. Voilà. Donc par ici la visite, donc on va travailler sur la localisation. Donc c'est des toutes petites séquences en fait qui se présentent plutôt comme des situations assez proches du naturel. Et donc là, il va s'agir de la visite du château de Versailles. Commencez votre visite à Versailles et ne vous perdez pas. Avec cet atelier, vous allez savoir demander et dire où se trouvent les endroits importants d'un bâtiment public. Donc ça, vous pouvez utiliser ça en complément de nos vidéoclips pour expliquer une notion comme la notion de comprendre des indications sur un chemin. Enfin, comprendre des indications, oui, pour des indications de direction, des indications locatives, en fait. Donc, vous allez avoir cette possibilité-là pour enseigner aux apprenants, en fait, tout ce qui est à gauche, à droite, devant, en sortant, etc. On va écouter le clip. Un ticket, s'il vous plaît. Un ticket, quelle formule de ticket désirez-vous? Qu'est-ce que vous proposez? Nous avons deux formules à 15 € pour la visite principale du château, grands appartements, galerie des glaces, avec l'audio-guide, ou 18 € si vous voulez aussi voir le domaine de Marie-Antoinette. Ce sont deux petits châteaux au fond des jardins. Donc ici vous avez un plan du château. Oui. Vous pouvez entrer par l'accès qui se trouve dans la cour, la structure moderne, c'est l'entrée A. D'accord. Voilà, c'est ici que vous pourrez accéder aux grands appartements, les galeries des glaces. D'accord. Ensuite, à la sortie du château, vous verrez, vous serez à l'entrée des jardins que vous pourrez visiter. Bonne visite. Voilà, donc vous voyez qu'on est dans l'explication d'une visite du château de Versailles, hein, avec une concentration, en fait, évidemment, dans ce type de texte, hein, de ce type d'énoncé, de choses avec des prépositions locatives, avec des indications de direction, etc. Donc vous avez des exercices à faire. Donc par exemple, celui-là, qui n'est pas inintéressant, c'est le type d'exercice que vous pourrez concevoir, en fait, pour vos élèves. Donc c'est un puzzle de texte. Il s'agit de remettre en ordre des actions ou de remettre en ordre des phrases. Et c'est toujours un exercice assez intéressant parce qu'évidemment ça fait appel au sens, ça fait appel à la narration. Donc là donc on va remettre nos phrases dans l'ordre.
Voilà, donc vous voyez, hop. Il arrive au château par la cour, il achète un ticket d'entrée à la caisse, on lui donne un plan, il visite le château et il monte au premier étage. À la sortie du château, il peut visiter les jardins. Alors, ce qui est intéressant dans ce processus-là, c'est que c'est des exercices autocorrectifs. Donc, c'est fait pour que les apprenants apprennent complètement en autonomie. Vous pouvez en concevoir par écrit, hein, évidemment. Vous avez très bien ça avec des ciseaux et de la colle il n'y a pas si longtemps. Je veux dire, on peut encore le faire d'ailleurs. Et vous pouvez aussi, il y a aussi des logiciels qui permettent de concevoir ce genre d'exercice, comme par exemple Hot Potatoes. Éventuellement, je vous le montrerai. Enfin, il y a des logiciels qui permettent de fabriquer des pages web de ce type-là, hein, évidemment, qui sont éventuellement gratuits. Hein. Hot Potatoes, c'est gratuit. Donc on valide. Et voilà, bon, on ne s'est pas trompé, bravo. Donc vous pourrez visiter l'ensemble du site, hein, et regarder les différents exercices. Alors là, donc l'exercice 2, en fait, c'est une correspondance photo et lieu. Dans la cour, devant le château. Donc vous voyez qu'aussi, on reprend, là en fait, dans chaque exercice, on reprend l'idée de localisation. Dans la cour, aux caisses, dans la galerie des glaces, au fond des jardins, au milieu du hall, en haut d'un escalier. Donc il va nous manquer un peu peut-être là-dedans, à gauche, à droite. Voilà, une autre compétence éventuellement à travailler quand vous travaillez sur la localisation avec un plan ou des choses comme ça. Donc dans la cour devant le château, voilà, c'est là avec les grilles, boum, aux caisses à l'accueil, tic, dans la galerie des glaces, la voilà, au fond des jardins, donc là c'est le hameau de la Reine, au milieu du hall, et en haut d'un escalier. Donc on a après évidemment la même validation, correction. Donc ça va, vous voyez que je suis quand même un bon élève en français langue étrangère. Donc ça fonctionne. Voilà, exercice 3. On attend celui-là. Donc vous voyez, en fait, ça doit être en flash aussi, donc ça met un peu plus de temps à se charger. Donc là aussi, on reprend en fait toutes les locutions locatives pour les remettre dans un texte, enfin pour compléter des phrases. Exercice 4. Voilà. Cliquez sur ce que vous n'avez pas vu dans cet extrait du webdoc, hein, une caissière, de l'argent, un stylo, un écran d'ordinateur, un visiteur, une visiteuse. Donc c'est des exercices d'observation aussi qui vous aident à analyser le vidéoclip. Donc voilà un petit exemple de ce qu'on peut faire à un niveau A2. Vous voyez qu'il y a déjà de la compréhension orale assez sophistiquée, c'est-à-dire qu'on rentre dans le texte, vraiment on comprend, en fait on doit comprendre l'essentiel des notions, c'est-à-dire on parle évidemment de choses concrètes et relativement simples qui vont avoir un rapport direct avec la réalité, mais on est déjà dans de la compréhension assez fine, hein. Il n'y a pas d'implicite, il n'y a pas de choses extrêmement imagées, bon, on reste dans du simple et du concret, mais c'est quand même déjà de la compréhension complète. On va voir la différence, c'est quand même déjà de la compréhension orale et de la compréhension écrite, et de la production orale guidée, là dans les exercices qu'on a. Bon, évidemment, là on est dans de l'exercice autocorrectif sur l'internet, donc c'est un peu particulier. On va voir la différence avec le A1, qui est complètement différent. Si par exemple vous avez celui-ci, voilà, je vais choisir celui-là plutôt, parce que j'aime bien la cuisine vietnamienne évidemment, donc et qu'il est assez drôle. Voilà, donc là, cuisine vietnamienne, donc on suit quelqu'un dans les cuisines d'un restaurant asiatique pour apprendre les gestes pour réussir vos premières crêpes vietnamiennes. Bing. Je vous suis.
D'accord. On va voir comment se fait les pancone. Hein? D'accord, Comme ça, c'est vous allez gentil, pouvoir essayer et puis nous faire goûter après. Pourquoi pas? Avec plaisir. Allez, on va voir ensemble. Alors, bon, vous voyez, ça c'est les crêpes. Je suis originaire du nord du Vietnam. C'est les crêpes de riz. C'est la spécialité de Vietnam du Nord, hein, tu vois. C'est à base de farine de riz. Et on mélange et on utilise, tout le monde peut le faire facilement. On mélange, on met le feu un peu fort, mais là, avec un tour de main, tu fais comme ça, on ferme un petit peu, on baisse le feu, on ferme. Des fois, c'est pas bien plein, c'est pas grave du tout. Pourtant, voilà, 2 minutes, tu enlèves, hop, tu mets là, ça y est. Et là, on va mettre un petit peu de viande. Tout petit peu, pas beaucoup, parce qu'on ne mange pas beaucoup de viande chez nous. Voilà, on roule, voilà, hop, un tour de main et c'est fini. C'est la crêpe. Voilà, je continue à faire comme ça. Très simple. Deuxième fois, tu prends la main ici. Je suis gauchère. D'accord, Ça va, d'accord, d'accord. Et on met une cuillère. Tu prends la main là, tu mets là, hop. Après, hop, tu mets tout, tu mets sur le feu, tu montes le feu. On ferme pour avoir effet vapeur un petit peu. Et après, on baisse le feu. On laisse encore un petit peu. Et voilà, on monte le feu pour décoller la crêpe. Et on retire. Voilà, on ouvre. Et avec la main, hop. Tu vois, Clac. ça y est, c'est un petit peu différent, mais c'est pas grave. C'est différent, ça. C'est différent. C'est bien Voilà, différent. mais c'est quand même pas mal. Merci Andrea. Super Andrea. Hein. Ça aussi, c'est réussi. Voilà, donc vous voyez, en fait, là, on est... bon, c'est l'exploitation hein, qui va être différente, parce que le document est à peu près du même type, hein, il est aussi complexe, mais c'est dans l'exploitation qu'on va en faire. En A1, ce sera assez différent. C'est-à-dire qu'il va s'agir, en fait, de comprendre plutôt la situation globale et de saisir quelques informations dans le texte. Il ne va pas s'agir d'avoir une compréhension fine et détaillée de chacun des éléments du texte. Vous voyez la différence en fait, on simplifie pas en fait les documents, mais on simplifie l'appareil pédagogique qu'il va avoir autour et les exercices. Donc là, ben voilà, vous voyez l'exercice 1 en fait, compréhension globale de la scène, où se passe la scène. Donc dans les cuisines d'un restaurant, vous voyez que les 3 réponses sont complètement, sont complètement possibles. Hein, à la terrasse d'un restaurant, dans la cuisine d'un restaurant, dans une salle de restaurant. C'est pas des réponses complètement abracadabrantes. On aurait pu mettre quelque chose de complètement extérieur en fait, éventuellement pour jouer à autre chose. Hein. Pour jouer, je vous expliquerai un peu les histoires de détrompeurs et de réponses complètement farfelues qu'on peut mettre dans des textes pour voir quel est le ciblage exact de la compréhension en fait. Que fait Andrea? Donc elle apprend à cuisiner, elle fait la vaisselle, elle est serveuse. Donc elle apprend à cuisiner. Que prépare la cuisinière? Alors que prépare la cuisinière? Pardon. Des crêpes, bing, et voilà, on valide. Donc on a 3 réponses correctes sur 3. Donc vous voyez que c'est de la compréhension globale avec du prélèvement de quelques informations à l'intérieur du texte ou du dialogue. L'exercice 2, on va le regarder. Les crêpes sont une spécialité. Alors là, ça se corse un peu quand même. Hein. Vous avez entendu que la dame vient du Nord-Vietnam. Donc ça ne va pas être forcément facile. Ces crêpes sont fabriquées à base de farine de riz. La recette des crêpes est facile à réaliser. Au Vietnam, on mange peu de viande. Donc vous voyez que c'est aussi des petits éléments de compréhension, des petites informations qui sont dans le texte, sans qu'on ait une compréhension complètement détaillée. Mais là, on rentre quand même plus déjà dans cet exercice-là, à l'intérieur de la compréhension du texte. Vous voyez que souvent, on va approcher, en fait, c'est ce que vous aurez à faire, donc je vous le dis, en fait, on approche de façon descendante dans le texte, en fait. On va d'abord comprendre la situation globale de communication, on va d'abord chercher à faire comprendre aux élèves
où ça se passe, qui parle, de quoi il s'agit, quelque chose de très global. Et après, on va rentrer dans des informations plus ponctuelles. Exercice 3. Voilà, que fait la cuisinière? Elle mélange, elle couvre. Donc là, on a des actions, il y a une mise en relation en fait d'images et d'actions. Elle mélange, hop, elle couvre la crêpe, elle retourne, clac, et elle roule. Validé. Voilà, donc vous voyez en fait, bon, vous apprenez la cuisine vietnamienne en même temps, hein, des banh cuon. Ça me rappelle le temps où j'étais au Vietnam. 4, exercice 4. Donc comment résumer? Placer les mots au bon endroit. Donc pareil, là on est dans du résumé, donc à la limite de la production de texte, mais évidemment très très guidé, hein, je veux dire, puisque là on est juste dans un texte à trous. Texte à trous, c'est le genre d'exercice que vous pourrez aussi fabriquer avec Hot Potatoes. Donc Andrea valide les cuisines d'un restaurant vietnamien et apprend à fabriquer des crêpes à la farine de riz. Les crêpes sont faciles et rapides à préparer. On verse la pâte dans la poêle. On couvre la poêle avec un couvercle. Après, on retourne la crêpe sur le plan de travail. On garnit de viande. On la garnit de viande et on la roule. Voilà. Voilà, donc vous voyez en fait la différence entre le A1 et le A2 et les types d'exercices entre A1 et A2. C'est principalement dans l'exploitation qu'on va sentir la différence. Bon, évidemment, il y a des textes plus ou moins difficiles, mais dans les méthodes de langue moderne, en fait, on ne simplifie pas les textes. En fait, on ne fait pas des textes. C'est pour ça qu'on parle d'enseignement à base de documents authentiques. C'est qu'on ne fabrique pas des textes simplifiés pour l'enseignement. Je faisais référence tout à l'heure à Daniel Coste, donc c'est un nom aussi que vous devez connaître, bon, comme Jean-Claude Béaco, enfin, je ne dis pas que vous le connaissiez déjà, mais c'est un nom que vous devrez connaître quand vous allez progresser en français langue étrangère. Daniel, comme Christian Puren, comme Jean-Claude Béaco, comme Sophie Moirand, bon, comme Janine Courtillon, enfin il y a plein de grands noms en fait du français langue étrangère. Ils ne sont pas aussi célèbres évidemment que Jane Birkin ou que Angèle à l'heure actuelle. Mais bon voilà, vous les connaîtrez et vous écouterez et vous apprécierez éventuellement ce qu'ils disent. Donc je disais que je renverrai à cette conférence-là parce que dans cette conférence, Daniel Coste, qui est tout le temps très très clair et avec va être très circonstancié en fait, avec des références passionnantes, hein. Donc parle du français fondamental, donc ça nous ramène au début de l'histoire du français langue étrangère. Puisque au début de l'histoire du français langue étrangère, on s'est demandé, on a essayé de baser en fait, l'enseignement du français sur des fondements scientifiques et quantitatifs, et donc on s'est dit, quels sont les mots les plus employés du français? Donc on a fait une enquête qui a débouché sur le français fondamental, donc il y a un stock lexical avec les mots les plus fréquents, quand même un peu pondérés par des choses usuelles, parce qu'évidemment les mots les plus fréquents en français c'est de, c'est et, c'est des choses qui ne sont pas très porteuses de sens en elles-mêmes. Hein, donc on va avoir, donc Daniel explique là-dedans comment c'est fabriqué ce français fondamental, et aussi après comment c'est fait le niveau seuil, donc qui est l'ancêtre du cadre européen commun de référence. Ça vous donnera des idées, en fait, bon, je veux dire, là, ça dure évidemment beaucoup trop longtemps pour qu'on la regarde en entier ici, mais vous pouvez la regarder chez vous tranquillement. Bon, c'est un peu ardu au départ, peut-être, mais voilà, ça vous donnera des idées, en fait, sur l'historique de la didactique des langues et sur le pourquoi, en fait, pourquoi on fait de telle ou telle manière quand on enseigne une langue. Donc ça, je pense que c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on fait quoi. Parce que justement, ça vous donnera de l'autonomie et de la capacité à réfléchir
sur vos actions et sur pourquoi vous faites telle ou telle chose. C'est un peu la spécificité des formations à la française, hein, où on essaye de donner des clés en fait sur comment fabriquer telle ou telle chose. On ne dit pas aux gens comment faire exactement, mais on leur donne la possibilité de réfléchir sur les outils qui leur servent à faire quelque chose. J'ai vu ça de près dans différents pays où j'ai travaillé. Il y a des endroits où c'est très très différent de cette philosophie-là. Voilà, merci beaucoup, bonne semaine et à la semaine prochaine.